disponible depuis quelques jours et ouverte jusqu'au 9 janvier 2012, l'exposition Game Story qui se tient en ce moment même au Grand Palais a clairement de quoi faire vibrer tous les amoureux du jeu vidéo et de son histoire. Et c'est en grande partie grâce à MO5, l'association qui s'est donnée pour mission de préserver le patrimoine informatique et vidéoludique, que l'on doit cette formidable initiative. Un projet qu'il n'a évidemment pas été facile de mener à terme, comme nous l'explique Philippe Dubois, le président de l'association. Pour en arriver là, je pourrais dire que le chemin a été long, douloureux souvent. Je puis dire que finalement cela fait 10 ans que nous militons pour que puisse avoir lieu déjà une exposition comme celle-ci, dans laquelle on puisse nous donner les moyens finalement d'exprimer tout ce que représente pour nous, en tout cas en grande partie ce que représente pour nous le jeu vidéo, en termes de biens culturels, par rapport, je l'ai dit, à nos sociétés, par rapport à nous-mêmes, par rapport à tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'il abreuve pour nous en termes d'expérience, lui permettre de rentrer peut-être dans un avenir assez, que j'espère en tout cas peu lointain, comme étant potentiellement un nouvel art à part entière, à côté du cinéma, à côté de la télévision, de la bande dessinée, tout ça, puisque c'est réellement, je pense, sa place. Et il fallait l'appui nécessairement d'une institution nationale comme la RMN, comme le Grand Palais, pour que puisse naître une exposition comme Game Story, qui est la première en France, première exposition française, en tout cas sur le sujet de l'histoire du jeu vidéo, dans lequel on a la possibilité enfin de remettre le jeu vidéo dans son contexte culturel et de pouvoir l'expliquer en disant dans les années 90 il y a eu tellement de jeux de combat parce que, dans les années 80 il y a tellement de jeux de SF parce que. Et ça c'est hyper important pour comprendre l'histoire du jeu vidéo. Et jusqu'à présent nous n'avions pas eu les moyens de le faire parce que simplement nous n'avions pas donné les moyens. Là, avec de tels partenaires aussi prestigieux, pour la première fois, cela donne quelque chose comme Game Story. Un grand pas vers une légitimation du jeu vidéo qui marque peut-être le début de quelque chose de plus grand. Surtout quelque chose de permanent par rapport au patrimoine numérique, à la nécessité de le préserver, de le revaloriser auprès du public. Et là je parle bien évidemment d'un musée national soutenu par l'État, dans lequel on puisse avoir l'intégralité de nos collections, puisque ici sont représentées 80 machines jouables. 80 machines jouables, c'est peut-être 1% de nos collections qui sont absolument phénoménales, qui est la première collection en Europe, hein, il faut se le rappeler. Nous souhaiterions réellement que Game Story serve quelque part à nous donner la chance de pouvoir obtenir un lieu permanent dans lequel on puisse exprimer, poser la majorité de nos connaissances, de nos collections ouvertes au grand public, dans lequel on puisse expliquer tout en détail finalement toute l'histoire de l'informatique, des jeux vidéo et finalement toute l'histoire de la culture numérique, tout ce qui est lié à nos usages de quelque chose de numérique au sein de notre vie. Si Game Story a clairement pour effet de susciter de gros feelings de nostalgie chez l'écrasante majorité des gamers, l'exposition a également pour vocation d'intéresser d'autres publics. Je pense que le public de Game Story sera vraiment très hétéroclite. Et jusqu'à présent, c'est vrai que nous étions très dans le carcan finalement du gamer ou du nostalgique, du fan de jeux vidéo ou d'informatique qui venait nous voir en disant c'est génial ce que vous faites, etc. etc. Mais finalement, l'intérêt justement de travailler avec le ministère de la Culture, avec la RMN, le Grand Palais, c'est de pouvoir toucher des gens auxquels peut-être potentiellement le jeu vidéo n'est même pas arrivé. Peut-être y a-t-il des gens au niveau de certaines couches sociales ou culturelles dans lesquelles, qui n'ont jamais posé la main sur un joystick. Et oui, il ne riait pas, c'est peut-être possible, ou sur un pad. Et finalement, Game Story est également attitré à ces gens-là. D'une part parce qu'elle est accueillante, nous sommes dans une scénographie qui n'est pas du tout pour rappeler les salons de jeux vidéo dans lesquels il y a de l'image et du son trop fort partout. Et forcément si on les balance face à un stand avec des FPS hyper bourrins, hyper violents et des écrans partout, on va se sentir mal à l'aise en disant oh là là, qu'est-ce qui se passe? Game Story, c'est pas du tout ça. Game Story, on l'a réellement rédigé, le projet scientifique et culturel de Game Story, pour que ce soit un endroit agréable. On aurait envie d'avoir marqué bienvenue dans cette exposition pour dire qui que vous soyez, quoi que l'âge que vous ayez, mais venez dans Game Story. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Game Story propose une quantité assez impressionnante de bandes jouables qui donnent une idée de l'évolution du jeu vidéo à travers les années. Pour des raisons évidentes de place, certains titres, tout cultes qu'ils sont, n'ont malheureusement pas pu être présentés ici. Une sélection qui a certainement dû poser pas mal de problèmes à l'équipe organisatrice. Ça a été difficile de choisir, vous savez, j'estime personnellement à peu près entre 150 000 et 200 000 le nombre de jeux vidéo créés dans le monde. Voilà. C'est une estimation basée sur quelques-unes des plateformes qui disposent de plus de jeux, enfin un petit calcul. Et donc ici nous en mettons 80 jouables.
200 000 passé à 80, ça fait un gros ratio, donc ça veut dire qu'on s'est beaucoup creusé les méninges et en discutant avec une espèce de groupe de travail, avec différentes personnes de l'association ou même du tout d'autres milieux comme du cinéma, etc. pour essayer d'extirper de tous ces jeux vidéo, qui sont si nombreux, finalement ceux qui devraient être représentés au sein d'une exposition dont le thème est, comme Game Story, est quelque chose de très finalement axé grand public. Voilà. Et dans lequel non plus on n'est pas en train de visiter une salle d'arcade, ni on aura la possibilité de rester peut-être pendant des heures à essayer d'explorer toute la richesse dans le jeu. Parlons d'un RPG comme Final Fantasy, etc. On a trouvé un palliatif, ça a été difficile pour nous, mais il y a une démo jouable de Final Fantasy VII dans Game Story. C'est une démo limitée avec un petit niveau, et elle permet de donner au moins une essence, un esprit par rapport à ce que représente la qualité même du jeu Final Fantasy VII. C'est pas le jeu complet. Et ça veut dire qu'on a fait l'impasse sur beaucoup de jeux. Parlons par exemple de Ico, Shadow of the Colossus. Ils ne sont pas jouables dans l'exposition. Comment voulez-vous qu'en 10 minutes, qui est le temps à peu près moyen que devrait passer un visiteur de Game Story face à une borne, puisqu'il y a quand même 80 bornes et beaucoup de choses à voir ou à lire sur les murs, donc une visite à peu près 1h30, comment voulez-vous qu'elle passe au moins, je sais pas, 30 minutes, 1 heure, 2 heures sur un jeu comme Ico, qui est pourtant pour nous un icône absolument fondamental de l'histoire de jeux vidéo, pour en découvrir ne serait-ce que le centième de la qualité de ce jeu-là. C'était pas possible. Et pourtant, nous adorons ce jeu-là. Nous aurions voulu qu'il soit jouable. Donc il a fallu faire l'impasse pour tout un tas de raisons qui sont celles-ci, celles que je vous explique. Ce sont beaucoup de jeux qui sont peut-être cultes et méritent leur place, en tout cas dans un endroit permanent, ça c'est certain, un musée permanent, mais pour laisser la place à des jeux qui sont certes cultes. Le premier Sonic, le premier Mario, je ne vais pas tous vous le refaire, le Space Invaders derrière moi, mais qui sont des jeux quand même plus axés, en tout cas une sélection axée vers une jouabilité rapide. C'est-à-dire que le tout public, et j'insiste bien tout public, dont ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, pourraient avoir attrapé une manette. Si c'est Mario, il a de la chance, il n'y a que 2 boutons, ou Sonic, il n'y a qu'un bouton. S'il va vers Assassin's Creed, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais n'empêche qu'on a tout fait pour faciliter l'appréhension du jeu vidéo. Et ce n'était pas possible, bien sûr, avec toutes les œuvres. C'est trop complexe. On a quand même, il faut le voir, essayé de trouver un des détournements. Donc je vous ai parlé de la démo de Final Fantasy VII. Heureusement, c'était possible. Et on a un poste quand même avec World of Warcraft. World of Warcraft, on ne peut pas estimer non plus en 10 minutes qu'on fasse le tour du monde. Donc, pour cela, les médiateurs de Game Story, qui sont toujours un certain nombre à arpenter les allées de Game Story, vont justement accompagner le public à découvrir ces jeux vidéo parce que on ne pouvait pas, là c'était définitif, faire l'impasse sur World of Warcraft. C'est impossible de nos jours. Nous avons pris le parti pris d'en parler malgré des contraintes fortes et donc d'assigner des médiateurs qui vont accompagner le public pour découvrir ces œuvres-là. Mais on ne pouvait pas le faire bien sûr pour toutes les œuvres, c'était pas possible. D'où la sélection. Comme vous l'avez compris, l'exposition propose aux visiteurs de jouer sur différentes machines de différentes époques, certaines bénéficiant d'une rareté et d'une ancienneté plutôt hallucinantes. Dans cette configuration, on peut se demander si le staff n'a pas peur de voir se dégrader sa précieuse collection, d'autant plus que certains appareils ne sont tout simplement pas remplaçables. Notre leitmotiv, notre propos, toujours au sein de l'association MO5.com et sur tous les événements avant même Game Story, a toujours été de remettre dans les mains du public les dispositifs historiques, originels, pour expérimenter l'œuvre. On a une idée, un concept, et je pense qu'il est assez clair, c'est que pour comprendre le jeu vidéo, vous devez jouer au jeu vidéo. Ça sert à rien de vous montrer des slides avec Mario en disant voilà, il y a un personnage qui saute. Si vous n'avez pas la manette de la NES avec son appréhension assez particulière, très carrée, etc., avec les composants physiques de la machine qui réagit, sinon pas un émulateur ou que sais-je, ou parlons même de téléphonie mobile avec un écran tactile, enfin, mon Dieu, alerte. Voilà, vous n'aurez pas accès réellement à l'œuvre originelle. Et pourtant, c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, lorsqu'on parle de l'histoire du cinéma, on ne peut pas parler de l'histoire du cinéma et sans vous montrer le film de Fritz Lang ou sans vous montrer un film de Méliès. Eh bien, Mario, c'est le Méliès du jeu vidéo, c'est pareil. Ça fait partie de la racine. C'est une œuvre à respecter et respectable. Et pour la respecter, il faut au maximum pouvoir y accéder sur le média original, sur la plateforme originale. Donc une NES, c'est assez facile, ça va, ça se trouve encore facilement, ça coûte une trentaine d'euros, bon, c'est pas très compliqué. Par contre, partir sur des Atari 2600 qui sont derrière moi ou des vidéopacks, des choses comme ça, là on commence à arriver sur des choses un petit peu plus ardues où il faut rendre compatible avec des technologies de maintenant si on utilise des écrans LCD. Donc nous avons pris le parti d'utiliser des écrans CRT pour justement rendre l'image, on va dire originelle, hein, le foisonnement analogique originel des jeux vidéo d'antan. Mais finalement, il faut quand même
avoir une certaine expertise, une certaine connaissance du fonctionnement de ces machines-là pour leur permettre de fonctionner pendant les 2 mois que durant l'exposition. Et je vous prie de le croire, c'est pas à gagner à tout le monde. Autant tout le monde peut acheter une NES ou une Super NES sur eBay et puis finalement la rendre jouable quelque part. Autant la rendre jouable pendant 2 mois et expliquer comment elle fonctionne et mettre un jeu original dessus et faire en sorte que celle-ci puisse perdurer pendant X mois de l'expo, mais ça c'est pas donné à tout le monde. Et ça fait partie de notre travail, de notre métier, nous, de préservation, de restauration, de revalorisation du patrimoine numérique. Il faut savoir que par exemple les Atari ST et Amiga qui sont présentés ici dans l'exposition, donc il y a de la micro-informatique, on nous a souvent fait le reproche de ne pas mettre de micro-ordinateur. C'est pas un choix, on adore la micro-informatique, j'ai été moi-même un grand fan. Simplement les partenaires souvent ne nous laissent pas le choix et désirent d'avoir de la console. C'est également pour des problèmes de maintenance. Eh bien nous avons trouvé un palliatif dans le cadre de Game Story qui va nous permettre d'avoir en fonctionnement pendant 2 mois consécutifs des Atari ST et des Amiga 500. Comment avons-nous fait ? Nous avons fait appel à des experts du milieu qui sont membres de l'association, qui ont créé des émulateurs de lecteurs de disquettes. Donc il n'y a pas de lecteur disquette physique dans notre Atari ST, il y a un lecteur de floppy, quelque chose qui émule le lecteur de disquette, qui est un HXC d'un membre qui s'appelle Jean-François Del Nero, dans lequel il y a une carte SD avec le programme d'origine, le Vroom, que nous avons mis ici jouable, ou Bubble Bubble. Voilà. C'est un palliatif qui permet de respecter l'œuvre originale, puisque de toute façon c'est la machine qui va rendre l'image finale avec un joystick d'origine sur une télévision qui utilise la même technologie que les écrans d'origine, si ce n'est qu'on a trouvé un palliatif pour lui permettre de vivre pendant les 2 mois de Game Story. Et il faut bien voir que de toute façon, tout comme Game Story n'est que peut-être une première étape vers quelque chose que nous appelons à être permanent, un musée national des cultures numériques, nous l'appelons ainsi, bien évidemment ce genre de dispositif serait créé à outrance. Et de même que actuellement les communautés d'amateurs de ces vieilles machines qui créent ces dispositifs n'ont pas réellement les moyens de le faire, ou en tout cas prennent sur leurs moyens personnels, tout comme nous le faisons à l'association MO5.com, on peut très bien imaginer que dans le cadre d'ateliers conçus, valorisés dans le cadre d'un espace permanent étatique avec des subventions attitrées, ce travail-là pourrait prendre une ampleur absolument considérable, avancer de manière incroyable et nous permettre d'asseoir des technologies. Et là je ne parle pas du tout dans le vent, qui nous permettrait d'avoir des machines quasiment de l'ordre physique, des machines historiques, qui puissent être émulées au niveau matériel, au niveau hardware, qui nous permettrait d'avoir ces machines-là à perpétuité. C'est-à-dire qu'on serait, même dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, capable de reproduire le fonctionnement interne de ces machines-là et de continuer à jouer avec un jeu Amiga, tout comme si on avait un Amiga en face de nous. Tout cela, ça demande des moyens, de même que la nécessité d'avoir un espace permanent. En attendant d'avoir cet espace permanent auquel le président de MO5 semble vraiment tenir, tout comme nous d'ailleurs, on vous invite évidemment à aller jeter un œil à cette magnifique exposition située au Grand Palais à Paris qui s'achèvera, on le rappelle, le 9 janvier prochain.